Mesdames et messieurs, bonjour. Nous voilà donc au village du Hof pour cette deuxième émission consacrée aux problématiques environnementales dans le cadre du Festival d'Avignon. Et aujourd'hui, nous allons traiter de l'air. Alors, ça a été une vraie question assez épineuse, on va dire, parce que on a l'habitude de faire des reportages pour lancer les débats. Et quand on a été en reportage avec l'équipe, on s'est rendu compte que il n'y a pas d'image. L'air, c'est impalpable. L'air, c'est invisible. Et pourtant, c'est ce qui, notre premier souffle, dès qu'on naît jusqu'à notre mort, fait que on vit. Et c'est grâce à l'air qu'on respire qu'on peut vivre. Et donc, du coup, de cet inconvénient, on a décidé de faire un avantage, puisque l'idée étant que l'air étant impalpable et invisible, seuls pour l'instant les spécialistes sont capables d'en parler au vu de leurs compétences et au vu des études qu'ils peuvent mener. Donc sur ce plateau, nous avons depuis là-bas, je vous présente Sylvain Mercier, donc de Atmo Sud, qui est donc l'institution référente sur Provence-Alpes-Côte d'Azur sur les problématiques de l'air. Fabrice Martinez-Tocabins, qui est l'élu à l'environnement de la ville d'Avignon et qui, toutes les problématiques environnementales, il y est intéressé et on se rend compte que dans le cadre du festival, c'est pas toujours évident de pouvoir les traiter. Victor Hugo Espinosa, qui est le président de la fédération L'air et moi, et qui est un militant de longue date sur cette problématique de l'air, et qui, à la fois par des actions pédagogiques et par une présence médiatique importante, permet de faire passer les messages essentiels pour la population et pour le plus grand nombre. Et puis, à l'extrême droite, à l'extrême gauche pour les gens du public, Nixon Pitacage, vice-président de AFSC, Avignon Festival et compagnie, qui est l'association qui encadre le Hof d'Avignon. On va commencer par une petite prise de parole pour l'instant de Nixon, qui va nous dire un petit peu, en parlant aussi peut-être de l'application qui a été mise en place, cette problématique de l'écologie dans sa globalité pour AFSC et les pistes qui sont données, puisque AFSC est signataire avec la ville d'Avignon, le Grand Avignon, le festival le festival Hof et la Fédération des commerçants et artisans d'Avignon de l'éco-charte. Donc si tu peux nous en dire un mot, Nixon. Alors, rapidement, donc du coup, par rapport au Festival d'Avignon, en fait, on vient de loin, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai qu'il y a quelques années, il y a très peu de temps, on ne se posait même pas la question sur Eco-Festival. Donc avec les nouveaux projets, en tout cas, nous, on avait tout de suite mis au centre de ce nouveau projet, mais c'est vrai que pour faire évoluer les mentalités, le Festival d'Avignon fait partie un peu de l'ensemble de ce qui se passe en France et un peu partout dans le monde, en fait. C'est une question que tout le monde est d'accord pour qu'il faut qu'on en parle, mais dès qu'on se met à travailler dessus, ça prend vraiment énormément de temps. Donc on vient de loin. Je crois qu'au niveau de l'association elle-même, on a beaucoup avancé. Hein, je précise, hein, parce que là, pour le coup, on est dans les programmes et tout ce qui se fait ici au village du Hof, on essaye d'être complètement dans la charte qu'on a signée. Effectivement, on y a travaillé beaucoup aussi par rapport à cette charte. On est parmi ceux qui travaillent, je crois, le plus sur cette question. Mais après, sur le festival dans son ensemble, festival Hof, on a énormément de travail parce que c'est vraiment, à titre personnel, je trouve très triste de ce qui se passe, notamment avec les affiches.
très triste la façon on se comporte tous les jours, un petit peu dans les rues aussi. Et donc, beaucoup de travail à faire. Beaucoup de travail à faire. Je crois que au niveau de l'association, en tout cas, on essaye de tracer un chemin et j'espère que tout le monde, d'ici 1 an ou 2, on sera d'accord qu'on va réduire les programmes, les affiches, peut-être les faire disparaître complètement, en tout cas les faire autrement, parce que comme ça, ça ne nous convient pas, je pense. Et puis évidemment, moi je suis de ceux qui pensent que être éco-festival, c'est aussi penser l'économie autrement. Voilà. Donc je pense que nous sommes, pour ne pas le dire, voilà, je défonce des portes ouvertes, mais nous sommes un peu trop consommateurs de tout. Un peu trop de tout, de ce qu'on n'a pas besoin souvent. Voilà. Merci Nixon. Fabrice Martinez-Tocabins, la question de l'air. Avignon, c'est une ville qui est entourée de remparts. Est-ce que, comme le nuage de Tchernobyl, ça s'arrête aux remparts, la problématique de l'air pour la ville d'Avignon? Est-ce qu'elle s'arrête au rempart? D'abord, je vais amener un petit rectificatif. La ville d'Avignon ne se limite pas à ses remparts, puisque nous avons 14 000 habitants en centre-ville, mais la ville compte 95 000 habitants. Donc il y a d'autres territoires, et d'ailleurs c'est un débat qu'on pourrait avoir dans un autre cadre et sur d'autres sujets, mais qui pourrait rejoindre des enjeux d'environnement et de ville en transition et du coup de festival en transition. C'est la question du hors les murs, y compris qui peut un jour se poser et qui doit se poser un jour pour le festival sur des enjeux aussi écologiques. Mais le débat il est large, il touche d'autres sujets. On voit que la presse, y compris nationale, s'y prête ces jours-ci. Donc je vais revenir sur le sujet d'aujourd'hui, sur le sujet de la qualité de l'air. Alors vous aurez certainement des éléments beaucoup plus techniques parce qu'on a des spécialistes autour de nous. Mais vous dire que d'abord, on ne peut pas parler que du festival et des problèmes de pollution de l'air. C'est une problématique qui est globale, qui ne se pose pas que pendant le festival. Et donc, ça fait partie d'une politique générale. Le mois de juin, on a connu, vous le savez, une crise canicule. Du coup, en général, dans nos territoires, arrive très vite une crise de pollution de l'air avec, puisque ça accentue les problématiques. Et il n'est pas exclu que la semaine prochaine, on se retrouve aussi dans cette configuration à la fois canicule et pollution de l'air. Donc les enjeux de pollution de l'air, ils se traitent, si on doit vraiment prendre que le prisme du festival, sur un enjeu dont je dirais qu'il est la stratégie du transport, même si la pollution de l'air n'est pas liée qu'à la question des véhicules, elle est liée à d'autres enjeux, mais si on prend cette thématique-là, qui reste une thématique forte, la première chose que l'on peut travailler et qu'on travaille, c'est certainement sur la pollution de proximité, parce que la voiture, elle pollue globalement, mais donc elle génère et elle participe à une pollution générale qui peut s'étaler dans le temps. Mais il y a aussi ce qu'on appelle au bord des routes, au bord des avenues, de rocades, etc., une pollution de proximité quotidienne qui impacte ou les populations qui y habitent ou les usagers, et en particulier pour le festival, ceux qui sont dans nos rues proches et dans le centre-ville. Donc, à partir, et vous le savez, ça fait maintenant 4 ans, qu'à partir de midi, la ville, elle est interdite aux voitures en dehors des riverains, parce qu'il n'est pas question de gêner les riverains. Donc, les riverains ont un pass qui leur permet d'accéder chez eux. Mais tous les autres, à partir de midi et jusqu'à 2h du matin, ne peuvent plus accéder. C'est une façon à la fois de repousser la circulation pour un bien-être quotidien dans les rues, parce que des voitures plus des piétons en masse, c'est ingérable. Donc cette stratégie, elle a amené à quand même de l'apaisement en centre-ville pendant le festival et à un apaisement aussi des riverains qui peuvent facilement aller travailler, qui trouvent des places quand ils rentrent du travail, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc ça, c'est utile. Et puis on enlève, en tout cas on diminue les pollutions de proximité dans l'intramuros pendant ce créneau-là. Donc ça, c'est on va dire l'enjeu
on va dire, vraiment lié au festival, sur lequel une ville peut travailler très vite et très rapidement, puisque la décision, on l'a prise, on l'a appliquée, et aujourd'hui, tout le monde trouve ça plutôt positif. Merci, même si... ah oui, une intervention peut-être. Je vous en prie. Bonjour à tous. On est la compagnie les Papiers d'Arménie, les petits papiers d'Arménie. Bonjour. En fait, on fait de la danse-théâtre et on s'intéresse à la question de l'air, puisqu'en fait, on s'est rendu compte que tout le monde s'en fiche un peu. Et du coup, on se dit qu'il y avait peut-être quelque chose, un créneau à prendre là-dessus. Nous, pour aller dans votre démarche, dans notre compagnie de danse-théâtre, on est venu à Avignon, on est venu depuis Suzy-en-Brie, donc en Île-de-France. On est venu à pied pour ne pas utiliser les transports. Et on s'est fait des bons mollets, ouais, tout à fait. On s'est dit aussi qu'on n'allait pas louer de salle et pas de faire de communication. Et du coup, personne ne vient nous voir. Merci. Merci, effectivement, c'est une entreprise un peu radicale, on va dire. Hein. C'est une démarche, une vraie démarche, pour le coup. Ouais. Oui, effectivement. Donc, c'est une marche en avant, quoi. D'accord. Victor Hugo Espinoza. L'air et moi, la fédération. Donc là, on rentre dans le spécialiste de la spécialité. Voilà, bonjour à tous. Je me présente avant tout. Je suis d'origine chilienne. J'ai gardé mon accent, mais malgré que depuis 30 ans que je suis en France, je le trouvais beau, je l'ai gardé. Là, on a mis les gens avec accent sur le côté du plateau. Je vais commencer pour vous dire un peu rapidement un parcours rapide. Plus de 1500 animations dans les écoles, collèges et lycées. Plus de 3000 articles de presse en tant que casse-pied durable et des centaines de conférences que je fais partout en France, ici. Et donc, un des thèmes, c'est la pollution de l'air. Pour rentrer dans cette thématique, j'ai commencé à casser les pieds aux politiques, partout, au niveau plus de 1000 articles de presse, mais je me suis rendu compte que c'était pas très compliqué parce que finalement, les politiques changeaient tous les 5 ans, il fallait recommencer. Donc, je me suis dit, je vais commencer à travailler avec les enfants, avec l'éducation, avec les lycéens, avec les collèges. Et ça, c'est vraiment durable. On est actuellement à 400 000 enfants sensibilisés. Grâce à l'aide de moi, on est au Maroc, on est en train de le donner en Italie, on est en train de donner à tout le monde. Pourquoi? Parce que comme ça, l'enfant d'aujourd'hui sera le ministre de demain, sera le politique de demain, il va tout changer. Quelques mots sur la pollution de l'air. 1. On respire chacun de nous 15 000 litres d'air par jour. Et chaque fois que vous faites du sport, vous pouvez respirer 10 fois plus. Donc, si la pollution de l'air, il est plein de particules ultra fines, d'ailleurs, il y a un article qui est apparu dans toutes les versions de la province, donc Avignon, sur les particules ultra fines. Ce sont les particules qui rentrent dans notre corps, qui rentrent dans notre sang, et qui vont s'installer quelque part, ils vont faire la bioaccumulation. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'enfants allergiques, d'enfants asthmatiques, il y a de plus en plus de cancers. Donc la pollution de l'air, je finirai par là pour ne pas être trop long, il est en face de 2 aberrations. Une aberration économique, ça nous coûte en France chaque année 104 milliards d'euros, chaque année. Regardez bien, c'est énorme. Et ça coûte aussi, en vie humaine, ça coûte à peu près 500 000 morts prématurées en Europe, 48 000 en France et 7 millions dans le monde. Et ça, c'est les chiffres d'État. Donc, vous comprenez bien que la pollution de l'air, avant, les gens râlaient pour tout, mais il va arriver un moment que les gens ils vont dire, parce que les gens sont assez, comment on peut dire, bivalents. Je veux respirer l'air pur, mais tu ne touches pas ma voiture. Ça ne peut pas aller ensemble. Je pense que la ville d'Avignon, il est dans un moment clé qu'il faut qu'il décide de ne pas faire comme Marseille, qui est la 10e ville la plus embouteillée de France, donc avec 10 fois plus d'embouteillage, parce que quand on est embouteillé, on pollue plus. Donc la ville d'Avignon, oui, il est dans un moment que vous avez encore de l'air un peu moins, on va le dire comme ça, plutôt pas pur, mais moins polluant qu'ailleurs. C'est à vous à décider de changer les choses. C'est aux citoyens, avec la pression, qui peut tout changer. Et c'est grâce à l'égoïsme de chacun, je vous dis, pourquoi l'égoïsme? Tout le monde ne veut pas manger de la merde.
Tout le monde ne peut pas manger n'importe quoi. Qu'est-ce qu'ils ont fait les gens? Ils ont dit à partir de maintenant, je mange local, je mange des produits bio. Pourquoi ils disent ça? Parce qu'ils ne veulent pas manger le cancer de demain. Pour la pollution de l'air, ça va être la même chose. Merci Victor Hugo. Ah, oui, pardon, une intervention. Donc notre compagnie de Jussier-en-Brie. Oui, tout à fait. Donc là, c'est juste pour vous donner un petit aperçu, j'espère que ça ne vous dérange pas. C'est voilà, Anaëlle, donc, qui interprète dans la compagnie, elle joue justement la particule fine. C'est de la danse-théâtre. Voilà. Voilà. Et là, on a le vent. Bon, c'est une création, c'est pour enfants, justement. On a commencé là-dessus. Voilà. Et là, c'est la particule fine qui attaque directement la tête, en fait, qui prend la tête, et le vent qui souffle et qui dégage. Et voilà, le vent n'arrive pas à le dégager. Donc c'est assez conceptuel, mais s'il y a des programmateurs, on est... voilà. Nous, on est intéressés. Enfin, on se trouve intéressant. Et en bilan carbone, on n'a pas grand-chose. C'est très léger. Voilà. C'est juste un petit avant-goût, une démonstration. On veut pas interrompre le débat trop longtemps. Pardon. Super le vent. Super, c'était super. Merci, vous êtes effectivement extrêmement parlant, si je puis dire. Merci beaucoup. Parfait, vous êtes magnifique. Sylvain Mercier, donc d'Atmos Sud. J'ai entendu ce matin, en me réveillant à 5 heures, aux informations, que la ville de Nice allait mettre des groupes électrogènes pour que les ferries qui font le transfert Nice-Corse puissent éteindre leurs moteurs et arrêtent de polluer, parce qu'en fait, les gens qui sont autour du port de Nice, en fait, ils ont carrément des particules et même carrément de la suie chez eux. Et c'est une pollution extrêmement grave parce que beaucoup de gens sont malades autour du port de Nice. Et donc, du coup, on en vient à trouver des solutions pour mettre des groupes électrogènes dans le port pour éviter que les bateaux continuent de marcher, de fonctionner et de dépenser. C'est quoi le délire, là, en fait ? Alors bonjour à tous, moi donc, je représente Atmos Sud aujourd'hui, qui est une association de surveillance de la qualité de l'air sur l'ensemble de la région sud PACA. Donc notre conseil d'administration en fait est représenté par l'État, les collectivités publiques, les industriels et les associations et chercheurs. Et dans ce cadre, nous faisons la surveillance sur l'ensemble du territoire et ce sont nous qui prévenons la préfecture, notamment lorsqu'il y a des dépassements d'épisodes de pollution. Donc on a en effet une certaine expertise sur la qualité de l'air, on a un agrément du ministère de l'Environnement. Et concernant votre première question relative au port, en effet la question portuaire est très importante aujourd'hui, notamment parce que les navires sont de plus en plus gros, le trafic augmente, et lorsqu'ils sont au niveau du port, ils polluent directement les habitants de la ville. Également parce que ces navires ont très peu de systèmes de filtration des fumées et ils utilisent des carburants très très polluants, beaucoup plus que les véhicules classiques routiers. Notamment, il n'y a toujours pas de filtre à particules sur les cheminées des navires, ce qui fait qu'en fait, on a des navires qui polluent pour un seul navire autant que plusieurs dizaines, voire centaines de milliers de véhicules. Donc on est vraiment sur des ordres de grandeur qui sont incomparables avec le trafic routier et qui engendrent des graves problématiques locales. Mais néanmoins, vous montrez du doigt qu'il y a des solutions qui sont mises en place et qu'en effet, les choses changent et qu'en effet, cette électrification qui est annoncée à Nice l'est aussi sur la ville de Toulon et sur la ville de Marseille. Donc c'est très positif, mais cela ne doit pas cacher le fait que le trafic routier reste majoritairement le principal émetteur de polluants, y compris sur les villes portuaires, et que ce n'est pas parce qu'on n'est pas dans une ville portuaire qu'on n'a pas de problématique de qualité de l'air, comme à Avignon. Oui, et peut-être ce qu'il faut dire qu'à Marseille aussi, on a les ports en plein centre-ville. Il y a plein de gens qui sont touchés directement. Ce qu'il faut comprendre aussi, que la pollution de l'air, si on veut vraiment la régler, il faut des lois. Quand il y a des lois internationales, tous ces bateaux qui polluent, selon 10 000, selon certaines associations, on arrive jusqu'à 100 000, 1 million, selon France Nature et Environnement, par exemple. Donc les chiffres, si vous voulez, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un bateau qui traverse, c'est comme une autoroute, qu'il y a une certaine millier de voitures. Pour l'avion, ce n'est pas la même chose. Donc ce qui est très important, c'est que pour moi, c'est très important, c'est qu'il y ait des lois. Deuxième chose, les problèmes économiques. Quand un bateau arrive, il faut se connecter à l'électricité.
Donc, s'il se connecte à l'électricité, évidemment, il ne va pas polluer le centre-ville de Marseille. Donc, vous voyez très bien qu'il y a des règles à établir, économiques, pour que les choses... Évidemment, Avignon est loin de la pollution du port de Marseille, mais Avignon, pour que vous sachiez, j'ai eu un professeur de yoga qui a dit « Je me casse de Marseille, c'est pas bon, ça pollue trop ». Il s'achetait une belle maison dans le Luberon. Manque de peau pour lui. La pollution de Marseille, plus la pollution de l'étang de verre, ça va, ça vient, il y a le pic de pollution en pleine tête chez lui. Donc aujourd'hui, il ne faut pas s'échapper à la pollution, il faut agir contre cette pollution partout où on est. Merci beaucoup. Ah oui, notre fameuse compagnie. Je veux de juste Sucy en m'excuser, je dois y aller. Brie. Je t'en prie, Nixon, merci d'être passé, super. Donc, Merci, à bientôt pour les subventions. Au revoir. Du coup, on se posait la question. Merci pour cette conférence, parce que nous, ça nous inspire. Vous aussi, c'était l'air, monsieur. Il faisait l'air. Ça nous inspire. Et là, par exemple, on a une scène qui est venue en vous écoutant. Ben, bienvenue. Ok. T'es prête? Ok. Every night in my dreams, I see you. C'est le Titanic. I feel you. Qu'est-ce qui serait passé si, à l'époque, la pollution était là? Every night I... Non! Voilà, ça pourrait être une accroche en début de spectacle. Voilà. Pour une pièce de théâtre, il faut que ça choque, sinon personne ne viendra. Moi, je travaille dans la communication depuis 30 ans. J'essaye de comprendre les gens. Si tu vas voir les ministres, tu vas aller voir les députés, il faut être peace and love. Il les faire passer le message d'une autre façon. Si tu vas voir les enfants, l'objectif qu'ils ne se suicident pas après avoir fait une animation. L'objectif, que l'enfant soit content. Donc, on va être très cool, très pragmatique et très solution pour que l'enfant ait envie de vivre et de faire quelque chose. Donc, votre Moi, je suis message, plutôt dans je le le trouve, suicide, hein, quand je même, le vu trouve l'urgence, génial. ouais. Je le trouve. Non, c'est vraiment positif. Je trouve génial. Pour les lycéens, tes types de langage, ils marchent à fond la caisse. D'ailleurs, j'ai créé un truc qui s'appelle Airloquence. Je les apprends la prise de parole, je les apprends à parler. Et après, ils s'éclatent sur ce type de choses. Comme tu l'as dit. Moi, je vous fais un cœur avec les doigts. Oui. Merci, c'est beau, c'est très très beau. Fabrice Martinez-Tocabins, on est parti sur la problématique globale de l'air, on est parti sur d'autres lieux comme Nice et Marseille et Avignon. Tout à l'heure, on a entendu une intervention qui disait il faut que le législateur agisse, il faut modifier et changer les lois. J'en suis d'accord. Et en même temps, je vais vous dire, on a déjà des outils entre les mains pour changer. Donc, les réponses, en fait, c'est tous les jours, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on doit venir en voiture au festival ou est-ce qu'on doit venir en train? Aujourd'hui, on ne sait pas, parce que les études n'ont pas été menées, mais dans le cadre de l'éco-festival, on a chargé une structure de pouvoir travailler sur cet enjeu-là et nous donner à voir, de savoir un peu quels sont les modes de déplacement des festivaliers et plus largement des touristes qui viennent pendant le festival. Juste, pardon, je fais juste une petite incise. Oui. Transport et mobilité, on en parlera mardi, Certes, effectivement. certes, mais très bien, allons-y. Certes, allons-y. alors je ne prends pas de l'avance, mais j'en profite ici pour dire qu'on peut changer des choses. C'est-à-dire que l'air, ce n'est pas quelque chose de suspendu et ce n'est pas qu'un débat un peu intellectuel qu'on pourrait avoir. On peut changer des choses par nos pratiques. Utiliser plus facilement d'autres modes de déplacement au quotidien, plus de vélos. Nous, c'est ce qu'on essaie de faire sur Avignon. Depuis 5 ans, on développe les pistes cyclables, les arcées au vélo pour pouvoir stationner, y compris des stations de réparation pour les vélos. On essaie vraiment de travailler sur ces enjeux. Parce que si on ne propose pas des infrastructures efficaces, les gens vont hésiter à les utiliser. Donc du coup, prendre un vélo pour être dans la circulation générale de voitures, c'est pas très intéressant. Ça peut être dangereux d'ailleurs. Donc il faut effectivement mettre des outils et des infrastructures en place. Donc ça, c'est faisable. Hein. Il y a des collectivités qui le font, il y en a d'autres qui le font moins, mais c'est tout à fait quelque chose qui est à portée de main. Ce sont des choix politiques. Et les élus, l'élu que je suis, il est là pour ça. À un moment donné, prendre des décisions, les appliquer, les réaliser.
Ça ne veut pas dire qu'on ne se prend pas des oppositions. Hein. Quand vous décidez que telle voie va devenir une voie verte et plus une voie pour les voitures, je peux vous assurer qu'il faut sortir avec gilet pare-balles et casque lourd. Hein, parce que vous en prenez plein la tête. Donc les stratégies, on va prendre un exemple. Le centre-ville d'Avignon, vous vous en rendez pas trop compte pendant le festival, parce que justement, on verrouille le centre-ville. Mais en dehors du centre-ville, il y a 50 000 véhicules jour dans l'intramuros, dont un tiers ne s'arrête pas. Donc ça veut dire que c'est du transit. On a pris la décision de mettre fin au transit. Comment ? Un nouveau plan de circulation. Il rentre en œuvre le 5 août, juste après le festival. Et à l'heure actuelle, il y a des oppositions. C'est naturel. Hein. Je ne vous parle pas des oppositions politiques, elles sont classiques. On n'était pas là pour la politique, mais elles sont classiques. Moi, je sais où sont mes valeurs et mes principes. Je trouve dommage que certains soient encore toujours sur la voiture, c'est l'outil développement économique. C'est absurde. Donc il nous faut sortir de ces stratégies et montrer qu'on peut proposer d'autres formes de déplacement au quotidien, y compris dans un cœur de ville comme le nôtre ici à Avignon. C'est jouable, c'est faisable dans n'importe quelle ville. Juste pour aller dans ton sens, ce qu'il dit, c'est tout à fait ce que j'appelle être préventif dans le futur. Ça veut dire qu'une municipalité qui veut changer les choses, il commence à imposer des choses qui ne sont pas très accueillantes pour les citoyens. Je m'explique. Aujourd'hui, dans toutes les villes, un trajet sur 2 en voiture, c'est pour faire moins de 3 km. Donc, vous comprenez très bien que si on a des pistes cyclables, si on a des rues piétonnes, si on a la possibilité, même des transports collectifs à courte distance électrique, évidemment, qu'est-ce qui va passer ? Que vous réduisez, vous, citoyens, avec l'aide de la mairie, la moitié de la pollution de l'air tout de suite. Donc, je vais tout à fait dans ton sens, qui vient souvent quand on va faire quelque chose, quand on passe le tramway, tout le monde râle parce que le tramway est là, c'est chez moi, je vais perdre des gagner de fric. Donc, il y a toutes ces choses qu'on connaît. Mais on voit les mêmes personnes après, quand le tramway y passe, je suis très content, je gagne 20% de plus de chiffre d'affaires. Donc, vous voyez qu'il y a un égoïsme temporel. Et cet égoïsme temporel, il faut le gérer, il faut avoir la volonté politique de faire pas comme les autres qui sont peur de perdre leur mandat et pas faire des propositions qui sont importantes. Comme Hidalgo à Paris, par exemple, il a dit, là, il ne passe plus les voitures. Et je peux vous dire aujourd'hui, même aujourd'hui, il y a à la gauche, à la droite, tous qui sont contre elle, pour ça. Justement, donc Sylvain, on sait que 90% de la pollution mondiale est industrielle. 10%, c'est donc de la pollution dont on parle ici. On travaille sur 10% de la pollution globale finalement. Vous, en tant qu'organisme à la fois référent et en lien avec forcément les politiques, puisque vous donnez des mesures, vous pensez que ça peut vraiment évoluer dans le bon sens et qu'on peut avoir une vraie influence sur la globalité de cette pollution ? Alors sur la globalité, c'est compliqué de se prononcer. Nous, déjà le territoire sur lequel on travaille, c'est la région sud. Et ce que je peux vous dire, c'est que sur la région sud, l'industrie n'est pas responsable de 90% de la pollution. Sur la ville d'Avignon, par exemple, dans le Vaucluse, le principal secteur qui est responsable de la pollution, c'est le transport routier. Et le transport routier, oui, on peut agir dessus à différents niveaux. Il y a des évolutions législatives, c'est ce qui a été évoqué. Il faut savoir que la pollution au dioxyde d'azote, elle a diminué de 35% depuis 2007, donc depuis 2000. Donc ce qui est quand même loin d'être négligeable, plus d'un tiers. Et ça, c'est majoritairement dû aux évolutions législatives qui ont joué sur les moteurs des véhicules, qui sont aujourd'hui beaucoup moins polluants. Et puis vous avez un autre axe de travail qui est sur la sensibilisation et le changement des comportements. Et en ce cadre, nous, par exemple, l'année dernière, on avait lancé lors du festival des dispositifs embarqués sur les baladines, donc qui sont les petites voiturettes électriques qui traversent Avignon pendant le festival, et pas seulement. On avait mis dessus des dispositifs de mesure de la qualité de l'air qui envoyaient directement sur un écran embarqué
la qualité de l'air sous forme d'un message pédagogique, donc pas une valeur de concentration, mais en fait une couleur qui indiquait la qualité de l'air là où la baladine se déplaçait. Donc c'est des outils qui permettent aux gens de les remettre directement face à la pollution qu'ils respirent, sans parler de globalité ou de choses qui les concernent, dont ils se sentent en fait très éloignés, puisque c'est toujours plus loin. Là, c'est vraiment lié à ce qu'ils respirent. Et cette année, on est en train de mettre en place, donc en partenariat avec le Grand Avignon, avec le soutien aussi de la ville d'Avignon, et puis notre partenaire technique GridsLab, un totem pédagogique qui est en fait un mât de 4 mètres qui va être installé sur le boulevard Saint-Roch, qui est déjà installé sur le boulevard, à l'angle du boulevard Saint-Roch et de la rue de la Blanchisserie, donc à 200 mètres de la gare SNCF Avignon Centre, qui en fait indique la qualité de l'air en temps réel et qui permet aux gens de se rendre compte de leur impact direct, puisque en fait, plus il y aura de véhicules sur l'axe qui passera à côté du totem, plus les messages indiqueront que la qualité de l'air est mauvaise. Donc c'est des techniques qui permettent aussi de remettre la personne dans son environnement et dans l'impact qu'elle peut avoir. Peut-être juste pour la question qui vient d'être posée, quand on dit 90% de l'industrie, moi je vous dis une chose, que là on est confronté à un problème assez important. Ça veut dire qu'en parle de pollution de l'air, il y a plus de 3000 molécules qui traînent et qui sont néfastes, certaines réglementées, certaines non réglementées. Et donc, dire qu'une industrie pollue, oui, si je suis dans les vents dominants, et oui, s'il y a le benzène, et oui, s'il y a une particule qui n'est pas réglementée. Ça peut être oui à 90%. Les pesticides, aujourd'hui, on sait qu'aujourd'hui, le sperme de l'homme, depuis 50 ans, ça réduit à 50%. Aujourd'hui, on a un problème lié à les pesticides, il y a un problème lié à la dioxine chlorée, qu'on sait qu'il y a des conséquences dans la reproduction. Donc, vous voyez très bien quand on dit la pollution, quelle pollution? Il y a la pollution qui gère Atmosud, maximum environ une centaine de produits, une trentaine réglementés, on va dire une centaine, mais vous avez beaucoup de molécules qui ne sont pas réglementées. Donc, qu'est-ce qui passe? Aujourd'hui, bien souvent, avant, on disait à Marseille, c'est la faute de l'étang de verre. À l'étang de verre, on disait, c'est la faute des véhicules. On trouvait tout de suite la faute à quelqu'un d'autre. Et je pense que là, je suis totalement d'accord avec toi. C'est moi, qu'est-ce que je peux faire tout de suite par mon acte d'achat? Si j'achète une pomme chilienne qui fait 12 000 km de mon pays, ou est-ce que j'achète une melon de Cavaillon qui vient juste à côté? C'est à toi de choisir pour éliminer tous ces transports, que c'est la pollution de l'air qui est en plus dans ce monde. Voilà. Mais si tu veux manger une pomme et puis que tu te retrouves avec un melon, c'est pas pareil quand même. Je suis assez d'accord avec monsieur, je suis assez d'accord. Et nous, on s'est pas mal du coup interrogé sur toutes ces pollutions et ces différents types de pollution. Et quelque chose qui nous est apparu très fort, et je pense que vous irez dans mon sens, c'est que l'air ici à Avignon notamment est saturé de phéromones. Et on se dit, comment lutter contre ça, surtout pendant le festival. Nous, tous nos capteurs sont au rouge, mais rouge, très, très rouge. Alors, voilà, vous avez une proposition, je sens. Nous, on essaye de travailler là-dessus, mais on se dit, comment lutter contre ce taux de phéromones qui nous... Du coup, moi, je me suis dit que toi, tu es un élu, c'est ça? Moi, je suis la pollution, du coup, j'aimerais bien te toucher, si c'est possible. Si on pouvait avoir un accès direct ensemble, peut-être que si je te touche profondément, tu comprendras qui je suis finalement. Pas trop profondément, mais bon, ça va être dur parce que moi je suis plutôt... on peut en parler devant tout le monde, hein, quand même, c'est des choses... il faut que les gens sachent, quoi. Non, puis j'aime bien parce que tu es un élu et puis tu as fait un effort sur ta tenue, tu vois. Tu es déjà... excuse-moi, je suis devant toi, ça te dérange pas? En même temps, la vision est plutôt belle. Tu vois, t'es plutôt bien. Moi, je te trouve plutôt bien sapé. Il y a un truc avec le short qui est jaune, là, c'est sympa, cette couleur soleil. Mais il y a quand même la contradiction de l'élu avec le t-shirt noir. Hein. On sent que le travail est déjà là, mais on est en contradiction. Nous, on adore aussi travailler en contradiction. Donc, ça y est, je l'ai touché, il s'en est même pas rendu compte. Et l'autre fois, il avait un t-shirt ACDC. Hein. C'est vrai? Ouais. Ah, c'est un sacré, celui-là, c'est un sacré. On a une petite surprise artistique formidable. Je les vois dans la salle. Le duo Bonito.
qui va venir nous faire une chanson à risque. Ils sont les jours pairs à 21h25 au Théâtre Buffon. Et là, je les vois, ils sont enfin, c'est magnifique. Enfin, Duo Bonito, voilà, ils sont venus nous faire une petite surprise. C'est complètement écologique, vous allez voir. Ça n'a pas trop d'impact normalement. Bon, après, on va voir. Vous allez voir. Il y a une mesure sur laquelle, à mon avis, on n'insiste pas assez, c'est la brumisation. La brumisation, parce que les personnes âgées ne transpirent pas. Et la façon physiologique de se refroidir, c'est de transpirer. Et la brumisation, c'est vraiment une transpiration provoquée, puisque les gouttelettes, les petites gouttelettes d'eau qu'on va avoir sur le corps vont ensuite s'évaporer. En s'évaporant, elles refroidissent le corps. Donc on sait que d'ici 30 ans, a priori, on devrait avoir des températures et des températures l'été de plus en plus fortes avec une multiplication des épisodes de canicule. Contre ça, qu'est-ce qu'on peut faire ? Une des solutions, c'est bien sûr la végétalisation. Peut-être proposer plus d'ombre par l'architecture d'une part et aussi par l'implantation d'arbres. Il faut surtout se préparer à quelque chose qui va être de plus en plus chronique dans cette civilisation, c'est-à-dire qu'il faut prendre les précautions en amont, c'est-à-dire, Madame a parlé des bâtiments, il est indispensable que les villes sachent se mettre dans une situation de prévention par rapport aux îlots de chaleur, par rapport à la végétalisation, par rapport à un environnement verdoyant qui vous permette de récupérer tout en donnant à la capacité de mieux respirer. Aujourd'hui, la culture de risque elle est très importante. Il y a des pays, par exemple, il y a un tremblement de terre au Japon, il y a 2-3 morts, il y a un tremblement de terre à Haïti, il y a des milliers de morts. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas la culture de risque. On doit faire ça pour les inondations, on fait déjà ça pour les incendies, on doit faire ça désormais pour tout ce qui est grande chaleur. Pourquoi ? Et tout ce qui est canicule. Pourquoi ? Parce que ça va répéter de plus en plus. Et on sait qu'aujourd'hui, on va être en alerte aussi incendie dans toute notre région. Globalement, il y a deux types de coups de chaleur. Il y a ce qu'on appelle le coup de chaleur simple, qui survient plus particulièrement chez la personne âgée, chez l'enfant, et qui est de la conséquence d'une élévation progressive de température. À côté de ça, on a un deuxième type de coup de chaleur, qui est le coup de chaleur d'exercice. Lui, il touchera, j'allais dire plutôt l'adulte jeune, qui, au cours de fortes chaleurs, au moment où les températures sont les plus élevées dans la journée, va faire une activité physique, alors même que l'humidité, par exemple, dans l'air est très élevée. Là, moi, j'ai des petites choses là, que j'avais préparées sur les disparités sociales, en fait, dans la matière, parce qu'on n'est pas tous égaux devant la pollution atmosphérique, et qu'effectivement, quand on est pauvre, on habite là où c'est le plus pollué. Est-ce que il y a des mesures qui disent ça ? Est-ce que vous êtes vous avez fait des recherches dans ce cadre-là ? Non, on n'a pas fait de recherche. Ou est-ce que c'est une peau de banane que je viens de mettre sous tes pieds ? Oui, peut-être. Non, je pense que c'est très intéressant d'aborder le sujet. Après, c'est vrai que nous, on n'a pas fait de lien avec les études sociales. Ce qu'on peut dire, c'est que je peux quand même vous dire que généralement, le centre-ville des agglomérations est plus pollué que la périphérie, ce qui viendrait à l'encontre, puisque naturellement, on peut penser que dans le centre-ville, c'est plus les classes aisées qui les habitent.
Après, malgré tout, on peut aussi dire, enfin, ce que je peux aussi dire sur le moment, c'est que plus on habite loin, plus on subit les transports aussi. Et donc, on est exposé aussi à de la pollution. Et ça me fait faire le lien avec, bon là, on s'éloigne un peu du social, mais en fait, plus les gens vont habiter loin, plus donc ils vont utiliser leur véhicule. Et contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas parce qu'on habite à la campagne à 1 heure de route de Marseille, par exemple, qu'on ne subit pas la pollution. Parce que quand on passe 1h30 le matin et l'après-midi dans les transports, et qu'on se prend des embouteillages et que donc on a un taux de polluants qui est énorme, hein, puisque quand vous êtes dans votre voiture, vous avez le taux de pollution de l'axe routier qui est parmi les plus hauts de ce qu'on peut trouver en ville. Et ben la pollution, vous la subissez tout autant. Voilà. Et en plus, vous la faites subir aux gens qui habitent autour des axes routiers. Bon, voilà. L'idée, c'est pas de culpabiliser les gens, mais c'est à avoir à l'esprit aussi. Oui. Et on passera la parole à Fabrice. Peut-être quand on dit on n'est pas tous égaux devant la pollution de l'air, évidemment qu'on n'est pas tous égaux, parce que si vous habitez à côté d'une autoroute, si vous êtes à côté, vous avez une probabilité d'avoir un cancer plus importante que si vous n'habitez pas à côté d'une autoroute. Il y a des autoroutes, par exemple, ou des routes qui ont tellement de voitures que vous augmentez la probabilité, même plus la nuit, vous allez avoir le bruit à cause des motos qui passent. Donc oui, on n'est pas tous égaux devant la pollution de l'air. Et selon où on se trouve, bien sûr qu'on peut être plus touché que d'autres. Fabrice, oui. C'était une question intéressante qui a été posée parce que je crois que les classes sociales défavorisées, elles peuvent être impactées plus fortement par les pollutions de l'air, parce que la pollution de l'air, ce n'est pas quelque chose d'isolé. Ça participe à un état de santé général. Et effectivement, quand on a une alimentation qui est de moins bonne qualité, quand on a des enjeux professionnels ou de transport qui sont plus complexes, et quand on rajoute à ça éventuellement des pollutions atmosphériques plus ou moins fortes, effectivement, voilà, si on ne part pas se mettre au vert de temps en temps, même s'il y a des pollutions en campagne, c'est plus compliqué. Moi, je citerai un exemple avignonnais, hein, puisque nous sommes là. Donc, ce n'est pas une obligation hein, partout, mais oui, on a beaucoup de pollution en centre-ville, mais on a aussi beaucoup de pollution dans un secteur qu'on appelle la rocade, qui porte bien son nom, puisque c'est une voie de transit et de circulation importante sur notre territoire, avec près de 45 000 véhicules jour, et qui traverse une zone peuplée d'environ 25 000 habitants, dont on peut dire qu'effectivement, ce sont des populations en situation sociale difficile, globalement en tout cas. Donc effectivement, eux, ils sont punis plusieurs fois. Et ça, c'est l'héritage de 45 ans de stratégie urbaine hein, auquel il faut trouver des réponses aujourd'hui, par exemple, sortir les flux de circulation de camions, par exemple, ce qui est devenu très compliqué sur notre territoire, parce qu'on ne possède pas d'alternative pour l'instant qui soit crédible pour faire passer les camions ailleurs. Mais c'est un sujet sur lequel on essaie de travailler tous les jours et d'avancer. Quand on a eu des pics de pollution au mois de juin, des décisions ont été prises par le préfet et appuyées par la ville, bien sûr, d'interdire le transit et d'interdire en particulier aux heures de pointe. Donc ça a été appliqué, c'était la première fois. Donc on va voir les prochaines fois si on améliore nos processus pour sortir ces camions-là. Mais effectivement, on est dans un territoire qui concentre de la pollution liée au transport, parce qu'on est aussi dans une géographie qui est particulière. Il y a le Rhône, il y a la Durance, il y a 3 départements, 2 régions, c'est-à-dire des enjeux à la fois géographiques et administratifs qui font que finalement c'est un lieu de passage fort avec des infrastructures qui ne sont pas toujours au niveau. Donc effectivement, ça devient compliqué. Quand vous avez des camions qui préfèrent remonter, on va dire, d'Arles par la nationale au lieu de prendre l'autoroute, on peut s'interroger, par exemple. Alors que la stratégie autoroutière est certainement plus intéressante, y compris en termes d'impact circulation, mais aussi pollution, que de venir par les nationales, c'est-à-dire directement sur la ville d'Avignon. Et ça, c'est un sujet qu'on ne peut pas régler seul, sur lequel, si l'État n'agit pas,
Nous, même si on se décide de mettre une barrière un jour, la barrière, le préfet du coin, il vous dit, vous n'avez pas le droit de bloquer la circulation. Donc voilà, on est confronté à des héritages. C'est pas pour repousser les responsabilités. Hein. Je veux dire, je suis allé à 40 ans en arrière, donc tout le monde a pris sa part là-dedans. Mais effectivement, si vous consommez plus local, vous pouvez peut-être avoir des stratégies de déplacement, de transport routier différents. Si effectivement vous préférez mettre des dizaines et des centaines de camions qui font Perpignan-Rungis plutôt que des trains, là on peut s'interroger sur la stratégie écologique, par exemple. Et nous qui sommes un territoire en termes agricoles très maraîcher et donc qui exporte beaucoup, la question de la pollution de transport, elle est aussi liée à ces stratégies-là. Donc il y a des questions économiques et peut-être de nouvelles façons de fonctionner en termes économiques qui sont posées. Oui, tout à fait. Le problème, en fait, c'est de ne plus penser à travers le filtre de l'économie, mais de commencer vraiment à penser à travers le filtre de l'écologie. Parce qu'une nouvelle économie pourra en être, mais on sera du côté du vivant. On a des réactions dans le public, apparemment. Donc, voilà, veuillez vous présenter et dire qui vous êtes. Alors, bonjour, je suis Cathy, je suis habitante d'Avignon aussi, aujourd'hui. Donc, je voulais juste vous dire... Donc moi j'ai déménagé parce que j'habitais dans le Gard, donc j'ai déménagé dans le Vaucluse parce que c'était impossible de passer au pont de l'Europe au moment des travaux du tramway, ça a été juste l'horreur. Je fais partie des gens qui ont vendu leur véhicule en arrivant sur Avignon et je me déplace en vélo, sauf que quand je veux aller ailleurs qu'Avignon, le train, alors pour venir au festival quand même le train est plus cher, c'est juste infernal quoi. Donc voilà, pour aller sur Carpentras, c'est 6 €. Enfin, à un moment donné, je prends mon véhicule, ça va me coûter moins cher, quoi. Dès que je veux aller quelque part, ça coûte cher. Le tramway qui est en cours de construction, enfin qui est fin de construction, il va desservir quoi? Alors, avant, je travaillais dans l'emploi. Les gens qui travaillent dans les grandes plateformes que sont le Pontet, les centres commerciaux, peuvent pas y aller parce qu'il n'y a pas de transport pour quand ils viennent travailler à 6 h du matin, il n'y a pas de transport en commun, donc ça c'est un gros problème. Et ce tramway, il dessert ni l'hôpital, qui est quand même un des trucs un peu importants. Alors il passe sur la rocade, ouais, et je pense qu'on va avoir pas mal d'accidents, parce que quand on voit les jeunes traverser, ça va être quelque chose. Hein. Et enfin voilà, c'était juste ce que je voulais dire, quoi. C'est qu'à un moment donné, ok, la pollution, on en est tous, je pense, un peu aujourd'hui conscients, mais les solutions, il faut qu'elles viennent, je suis d'accord avec vous, hein, de plus haut et qu'il y ait des choses qui soient réfléchies sur l'ensemble. Voilà, c'est tout ce que je voulais. Merci. Merci. Une réponse? Du coup, oui. On ne peut pas demander aux gens de changer leur pratique si on ne leur propose pas des outils. On a connu, il y a quelques mois, des mouvements divers et variés sur les enjeux de transport qui n'étaient pas en soi illégitimes. Je ne pense pas à la question de la forme. Mais sur le fond, quelqu'un qui n'a pas d'autre solution, effectivement, il prend sa voiture. Et la voiture, elle va encore occuper, elle va nous occuper encore longtemps. Donc, il ne faut pas non plus se mentir. Donc, les propositions qui sont à faire, c'est quelle alternative je propose. Quelle alternative je propose localement. Donc, effectivement, il y a le vélo pour les courtes distances. Il y a le transport en commun. Voilà, ça, c'est un outil intéressant. Le débat lancé qui existe au niveau national dans certaines villes, et j'aimerais bien qu'il existe sur notre territoire, c'est la question de la gratuité des transports publics. C'est un débat de fond. Dunkerque a augmenté à près de 70% la fréquence de son réseau transport par la gratuité. Dunkerque, c'est une agglo de 180 000 habitants. Hein, c'est à peu près la même taille, certes, avec des géographies, des enjeux qui sont peut-être différents que la nôtre. Donc c'est un vrai sujet. Desservir les zones d'activité par des transports efficaces, que ce soit tram ou bus, c'est un enjeu. Pour l'instant, je considère, et la ville considère, l'Avignon, qu'on n'y est pas, pour être très clair, et sans être polémique. Polémique, elle a déjà eu lieu, le tramway, il est là, donc j'espère qu'il sera utilisé par les gens. J'ai des interrogations, mais j'espère qu'il sera utile. Voilà. Le débat est déjà tranché, on est passé là-dessus. La question du train, moi, je vais reprendre la question festival, parce que du coup, la question qui se pose au festival, elle peut se poser toute l'année. Si vous êtes à Nîmes ou à Montpellier et que vous avez envie de passer une journée au festival, vous devez vous poser une question. Combien va me coûter le train? Cher. Il va me coûter cher.
alors que c'est le plus efficace. Alors je vais prendre ma voiture, qui me coûte moins cher, sauf que quand je vais arriver, je ne peux pas stationner. Sauf si je viens à 7h du matin. Mais sinon, je ne peux pas stationner. Donc, la discussion et le débat avec à la fois SNCF, mais pas seulement, parce qu'on sait qu'au niveau transport local, c'est les régions qui ont quand même la maîtrise de ces enjeux. Donc, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et la région Occitanie, il faut les mettre autour de la table. C'est un enjeu qui a été posé dans le cadre de la charte de l'éco-festival pour qu'on entame à la rentrée une discussion avec les régions et la SNCF pour que vraiment on ait ce débat-là, du tarif, mais aussi des horaires. Parce que vous pouvez venir de Montpellier, passer la journée, mais le soir, il faut bien vérifier de prendre votre dernier train, qui n'est pas à 23h30, hein, je vous le dis, il est vers 18h et quelques. Donc si vous comptez passer la soirée, c'est raté. Donc voilà des stratégies transport. Soit on est à la recherche de la seule rentabilité, et à ce moment-là, on supprime 80% des lignes en France, soit on considère que le transport collectif, c'est un outil écologique et c'est un outil au déplacement quotidien des citoyens. Et ça, c'est un débat de fond qui ne concerne pas que le festival. Bon, bah, merci Fabrice, vous venez juste de nous bouffer notre débat de mardi prochain, puisque ce sera sur transport et mobilité. Non, c'est très intéressant, et forcément c'est lié, mais bien sûr, évidemment, je plaisante. Hein. Là, je voudrais, parce qu'on est dans le festival, on a là les spécialistes, les élus qui viennent de nous parler de ces questions à la fois techniques et de vie quotidienne. Et là, on a avec nous Richard de la compagnie Compas Austral, et donc... qui, depuis l'année dernière, est venu déjà avec un spectacle qui s'appelle Cousine manque pas d'air. Oui, tout à fait. Et donc, j'aimerais que tu nous en parles parce que c'est une vision décalée et intéressante de la chose. Oui, alors en fait, c'est un spectacle scientifique. C'est-à-dire que dans ce spectacle, vous avez du théâtre et vous avez des sciences. Et c'est là pour expliquer quelque chose d'important, notamment ce qu'est l'effet de serre aux enfants, ce qui est assez complexe. Voilà, je ne sais pas si vous avez déjà regardé une coupe de la Terre avec tous les rayons infrarouges et autres voilà, qui entrent en jeu dans le problème de l'effet de serre, avec les gaz à effet de serre. Ça paraît vraiment très complexe et nous, on essaye de le simplifier le plus possible pour les enfants. Leur montrer, leur expliquer quels sont les gaz à effet de serre principaux, le rôle de l'infrarouge. Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'un infrarouge ? Pour un enfant, c'est pas facile de comprendre ce que c'est que l'infrarouge. Voilà. Donc, mais on arrive à vulgariser ça, notamment grâce à des petites expériences qu'on réalise durant le spectacle, qui sont réalisées avec du matériel du quotidien. Donc j'insiste bien sur le fait que c'est avec du matériel du quotidien afin que les enfants, après, puissent s'approprier les expériences et puissent le refaire après chez eux ou à l'école, des fois, parce qu'on a des groupes aussi qui viennent. Et le retour sur expérience, c'est-à-dire depuis ce spectacle, vous le jouez déjà depuis un moment ? Ah oui. Ouais, ça fait une dizaine d'années presque une dizaine d'années qu'on le joue. Ouais. Et donc, le retour d'expérience par rapport à la fois à la sensibilisation par le côté expérimental et un peu ludique et spectaculaire, vous vous rendez compte qu'effectivement c'est efficace ? Ah oui, tout à fait. En fait, voilà, après, ça rejoint aussi, on va dire, d'autres problématiques, notamment une, qui est que les enfants passent pas mal de temps avec des tablettes ou des téléphones et tout ce qui est manipulation, voilà, ils ont un peu moins l'habitude maintenant. Les nouvelles générations en ont un peu moins l'habitude, mais par contre, quand ils mettent la main à la pâte, mais ils adorent quoi. Ils adorent. Voilà. Alors, avant de faire partie de cette compagnie, en fait, je faisais partie d'associations de vulgarisation des sciences. Il y en a plusieurs, notamment les petits débrouillards et autres. Et on les a eus sur le plateau la semaine dernière. Ah, okay. Pour parler plus spécifiquement du tri des déchets et de la collecte. Et on a été les filmer. Ils font un travail aussi assez formidable. Oui, tout à fait. Et en fait, l'idée, c'est de lier les deux. Hein, de lier à la fois le théâtre et les sciences dans le but de faire changer les consciences, d'éveiller les consciences, et surtout les enfants, parce que c'est les prochaines générations, c'est eux qui vont être le plus impactés. Voilà, c'est eux qui vont recevoir la grosse patate chaude qu'on leur envoie. Donc
bon, ben, c'est à eux de les informer, à eux d'essayer aussi de changer la conscience de leurs parents. Ben, merci de ce témoignage. Si tu peux nous rappeler le nom de ta compagnie, le lieu où vous jouez, l'heure. Oui, alors c'est le spectacle s'appelle Cousine manque pas d'air. On joue à 14h40. On joue pas très loin à l'atelier 44 qui est entre la rue Guillaume Puy et la rue Thiers. Voilà, tous les jours sauf le mardi. Vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup Richard pour ce témoignage. Merci. Moi je voudrais revenir à Victor Hugo sur la question à la fois de santé publique sanitaire et celle du sommeil et ce que ça implique en termes aussi de santé publique. Oui, et peut-être deux choses. La première, nous avons fait une colloque, une conférence sur le sommeil, ce qui intéresse à chacun de nous. On passe un tiers de notre vie à dormir, donc il faut s'intéresser les temps qu'on est en train de respirer. Nous, si on a un air trop sec, c'est pas bon. Si on a un air trop humide, c'est pas bon. Donc on est assez sensible à cette qualité de l'air. Donc c'est important que la chambre soit une chambre qui nous permet de respirer un bon air. Petit conseil, peut-être ventiler, parce qu'on se rend compte quand on va dans les écoles primaires, on va avec un capteur avec Atmosud, on va avec un capteur CO2, les CO2 multipliés par 3 en 10 minutes si les fenêtres sont fermées. Donc on dit tout de suite à la maîtresse qui apprenne le geste tout simple d'ouvrir la fenêtre ou dans les endroits qu'il y a une BMC, une ventilation, la mettre en marche. Donc aujourd'hui, grâce à cette pression, on est en train de mettre en marche des systèmes qui aèrent mieux déjà les enfants dans les lieux où ils habitent. Donc la pollution intérieure aussi, qu'on n'a pas trop parlé, c'est une pollution très importante parce que vous-même, chacun de nous, quand on achète des choses, on amène la pollution chez soi. Et quand on amène la pollution chez soi, vous êtes en train de multiplier les risques que vous avez en face de la pollution. Et je finirai pour dire que si vous fumez, ne vous cassez pas la tête sur la pollution de l'air, vous rentrez 3000 molécules directement dans vos poumons. Donc oui, il faut aussi faire une comparative parce que la cigarette aussi, elle tue, elle nous rend malade. Parce que c'est une critique qu'on a eue des médecins quand on travaillait sur la pollution de l'air. N'oubliez pas aussi les tabacs. Mais alors justement, la pollution intérieure, là, pour le coup, le caca de bébé, il est toxique? Les caca, par exemple. Si on va avec les caca, pour vous dire une chose, moi je suis à l'écologie depuis longtemps, depuis 30 ans. Les caca de mon arrière-grand-père, c'était du compost, du bon compost. Les caca qui va boire mon arrière-petit-fils, il va être très toxique. Pourquoi? Parce qu'on est dans des générations qu'on est en train de, peut-être en train de muter un peu, hein, mais aujourd'hui, la génération actuelle, dans son sang, il y a déjà plein de particules qui ont été testées par WWF, et on s'est rendu compte qu'on est chargé de petites molécules, et quand ton corps ne peut plus, par exemple, de telles molécules, il ne peut plus, il devient allergique. Il ne peut plus. Par exemple, s'il y a de la dioxine chlorée dans mon corps, je vais l'éliminer tous les 7 ans et je vais mourir avec une certaine cumulation qui va me donner une certaine... Donc, c'est les nanoparticules. Oui, ces petites particules, oui, on est en train de les étudier maintenant, ça s'appelle les particules ultra fines, qui sont des particules et les nanoparticules. Merci pour cette précision, c'est effectivement très important, on n'a pas forcément conscience. Sylvain, sur la question, est-ce qu'il y a un travail qui est fait par Atmosud ou pas? Sur le caca de bébé ou sur la pollution interne? La pollution intérieure? Intérieure, oui. Oui, sur la qualité de l'air intérieur, nous, on a une personne qui travaille à 100% sur le sujet. Et sur le territoire du Grand Avignon, on travaille, en fait, on accompagne les écoles justement dans la mise en place de la réglementation qui impose à la surveillance de la qualité de l'air intérieur dans les établissements recevant du public. Et en fait, on leur a mis à disposition des kits d'autodiagnostic qui en fait se composent de 3 points de mesure qu'on met 2 points à l'intérieur, 1 point à l'extérieur, où on mesure des polluants qui sont connus comme étant représentatifs de la pollution de l'air intérieur, et notamment des polluants qui sont liés aux solvants, aux peintures, etc.
Et c'est vrai que dans les écoles, on remarque souvent que plus les écoles sont neuves, avec un mobilier très neuf, plus la qualité de l'air est chargée en polluants, justement issus de ces cols, peintures, de tous ces meubles. Et donc, il convient de bien ouvrir les fenêtres, pas seulement pour le CO2. Le CO2, c'est important parce que ça fait baisser la concentration des élèves. Mais c'est sans impact sur la santé. Enfin, à ces doses-là, il n'y a aucun impact. Par contre, sur tout ce qui est... je ne vais pas vous sortir les noms, mais vous avez toute une sorte de polluants, toluène, benzène, des choses comme ça, qui en fait vont avoir un impact direct sur la santé de nos jeunes. Et donc, du coup, là, il convient de sensibiliser et d'avoir une information claire et précise. C'est ce qu'on fait avec les écoles du Grand Avignon. Non, pour nous, le caca, c'est aussi une question très sensible. C'est quelque chose qu'on essaie de travailler de manière récurrente, puisqu'on nous aussi, on s'est intéressé justement à notre propre caca. On a beaucoup travaillé autour de ça, autour des excréments. Et donc, voilà, pour nous, c'est la question de fond, notamment autour de la pollution de l'air. On a mis un groupe de travail en place, puisque je suis aussi élu à la mairie de Sucy-en-Brie. Et donc, à Sucy-en-Brie, on a mis un groupe de travail qui est financé par Total, Areva. On a plusieurs mécènes, du coup, qui nous supportent. C'est extrêmement intéressant. C'est extrêmement intéressant, oui. Et du coup, on s'est dit que la priorité, justement, surtout avec la nomination de cette nouvelle ministre de la Transition écologique, c'était de travailler sur ça, sur le caca. Merci. Il y a un Facebook, vous pouvez venir liker, mettre un pouce. Merci. Merci pour cette intervention toujours pertinente. Fabrice, une réponse tout aussi pertinente, j'espère. C'est pas facile après ces sujets. Sur la qualité de l'air intérieur, c'est effectivement pas toujours des sujets qu'on aborde en grand public, mais il faut en parler parce qu'effectivement la pollution parfois extrêmement forte, que ce soit à l'intérieur de vos logements ou dans des établissements, des écoles. Sur la ville d'Avignon, on est un peu fiers de ce qu'on a réalisé, puisqu'on a contrôlé l'ensemble de nos écoles, donc les 57 ont été faits, ce qui du coup, pour le Grand Avignon, on pourra se concentrer sur les autres communes du Grand Avignon. Et effectivement, ça nous a permis de changer certaines pratiques, qui parfois étaient très simples, comme tu le disais, en aérant correctement, etc. Et en particulier dans une école où il a fallu carrément changer des matériaux, des équipements, et c'est cette école-là où nous sommes ici. Et donc, sans cette expertise-là, effectivement, on n'aurait pas su qu'on avait ces difficultés. Alors, sur les 57, il y en a une qui posait vraiment problème, donc on l'a réglée, et d'autres, c'était plutôt des questions de pratique, finalement, au quotidien, qui permettaient de régler ces problèmes-là. Et du coup, je fais une extension, parce que la qualité de l'air intérieur, elle peut se poser aussi sur les salles de spectacle. Donc il y en a 139, je crois, en tout cas dans le off. Et ça, c'est un débat, peut-être même un tabou, mais qu'il faudra bien aborder. Et l'autre tabou, qui n'est pas facile en ces temps de canicule, c'est que se généralisent les stratégies de climatisation des salles. Alors, pour le confort, on dit tous OK, puisque parfois c'est même un argument aujourd'hui pour aller voir une pièce. C'est une salle climatisée, c'est-à-dire plus important que le contenu de la pièce, sauf que est-ce que la climatisation, c'est obligatoirement la bonne réponse aux enjeux écologiques qui nous sont posés? Eh bien, pas toujours. Alors, autant les réserver à des enjeux de santé sur des lieux médicalisés, etc. Moi, je pense que là, c'est un débat qui est réglé, à mon avis, et pourquoi pas. Mais après, sur nos enjeux à nous, de spectacle, etc., il y a peut-être d'autres stratégies à mettre en place pour rafraîchir ces salles autres que la climatisation. Peut-être deux petites choses. La première chose, que certaines associations écologiques, ils disent que la chambre la pièce la plus toxique, c'est la chambre du bébé. Pourquoi? Parce que quand le bébé arrive, tout le monde est content, il met la peinture, allez, des cobs, composants organiques volatiles, on les met des meubles tout neufs avec formaldéhyde, on les met la peinture partout, on les met des petits trucs avec plein. Bienvenue au monde. Et c'est vrai que certains médecins disent que la chambre, sur certaines maisons, la plus polluée, ça peut être la chambre du bébé qu'on a que dans ce monde. Et deuxième chose, tu parlais de la canicule, je viens de faire une conférence de presse sur la canicule. Oui, si tu es en train de mourir dans une EHPAD et tu as une température qui est très très chaude, oui, pour cette personne-là qui est en train de mourir, c'est bien la climatisation aujourd'hui, mais
Il y a une possibilité d'avoir des maisons totalement fraîches avec des toits végétalisés que vous n'avez pas besoin de mettre la clim. Et la climatisation, c'est une horreur parce que chaque fois qu'on prend de la climatisation, on met 3 degrés dans la ville d'Avignon. Donc, encore une fois, on n'est pas tous égaux devant la pollution. Donc, oui, la pollution de la climatisation, c'est très grave parce qu'on a 2 types de pollution. La pollution chronique, c'est qui nous rend malades avec le temps. La pollution immédiate, comme l'ozone ou comme le dioxyde d'azote, qui nous rend malades tout de suite. Mais on a une 3e pollution, que c'est la pollution atmosphérique, avec les pets de vaches, par exemple, qu'on parle beaucoup de ces pets de vaches. Mais ces pets de vaches, c'est parce que nous, on consomme de la viande, parce que nous, on demande au Brésil de couper des forêts. Donc, vous voyez très bien comment tout est lié. Et c'est à nous à choisir. Moi-même, je mange la viande, je mangerai de moins en moins déjà que pour ça. Donc, vous comprenez bien que la pollution, de plus en plus, c'est un problème global. Soit on peut avoir quelque chose de très grave au niveau climatique, qui c'est plutôt lié. Tout à l'heure, on parlait d'odeur, c'était une gag. Les caca, quand on appelle ça, c'est pour faire le parallèle que la bioaccumulation des polluants pour un enfant qui naît aujourd'hui, ce n'est pas la même qu'avant. C'était ça que je voulais vous dire. Donc oui, la pollution, c'est un thème qui est complexe, mais moi, je suis pour les pitbulls de l'écologie. Chacun prend un dossier, il va jusqu'au bout. Toi, en tant qu'élu, tu prends un dossier, et déjà dans les écoles, pas avoir des nettoyants qui polluent nos enfants, pas des javel. Et là aussi, il y a une position politique de dire, oui, dans nos écoles, on va réduire le maximum tous ces nettoyants qui polluent nos enfants toute la journée, par exemple. Merci, Victor Hugo. Richard, quelque chose à dire là-dessus Oui, bah, on s'aperçoit que, enfin, voilà, nous, quand on fait nos interventions, on s'aperçoit que les enfants, ils sont très sensibles, voilà, à ce sujet. Je sais que certains enfants, c'est assez étrange, mais ils disent, oh, bah, de toute façon, la fin du monde, elle sera dans pas très longtemps. Enfin, et on se demande, mais est-ce que quand tu dis ça, t'es sérieux, tu dis ça vraiment comme ça? En fait, non, ils sont vraiment sérieux. Ils pensent que ça va vraiment aller mal. Et voilà, que c'est une fatalité et que bon. Alors on va essayer d'être plus optimiste et puis de faire changer les choses. Merci. Oui, bah moi j'ai bien compris. Du coup, j'ai bien entendu ce que vous avez dit. Il faut que chacun et chacune on prenne son dossier personnel à un moment donné. On éradique à fond. On prend le problème à la base. Le problème, c'est les enfants, les bébés. On prend son bébé, on éradique le problème. Je pense que c'est vraiment ça. Chacun et chacune, il faut aller au bout des choses. Si vous faites des gamins, vous les tuez directement. Il faut être... De toute façon, il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place, on le sait. On le sait, non? On le sait, Franck. Oui, bien sûr. Tu as des enfants, Franck? Oui, bien sûr. Mais oui. le Tu problème... les as éradiqués, tes enfants? Oui, tout à fait. Oui, mais en fait, moi, mon problème, c'est que 50% de qualité du sperme chez l'homme à cause de ces problématiques-là disparu. Et du coup, ça se ressent beaucoup sur nos descendances. Et ma descendance m'en veut énormément, je crois. Mais du coup, j'ai éradiqué jusqu'au bout. Ouais. Éradiqué jusqu'au bout. Et de toute façon, si ce n'est pas les parents qui s'en occupent, avec la prévention que vous faites, comme vous l'avez dit, ils se suicident. Donc du coup, bon, autant prendre le problème à la racine, quoi. Je me dis. C'est ça, c'est de leur faute. Enfin, moi, c'est ce que j'ai compris. J'ai bien compris. Moi aussi, j'ai bien compris les choses. Merci beaucoup. Sylvain, un petit mot pour conclure peut-être une chose qu'on n'a pas dit et que tu auras envie de dire. À peu près la même chose, sans être aussi radical, que le fait est que tout le monde a un impact sur son environnement, et je pense que c'est important que tout le monde en prenne conscience et de ne pas tout attendre que vienne du haut. En fait, je pense que toutes les échelles d'action sont complémentaires. Il ne faut pas les opposer les unes avec les autres. Et sur la fin du monde aussi, je pense qu'il faut aussi essayer de combattre cette pensée qui est de plus en plus prégnante dans l'opinion, parce que c'est le meilleur moyen pour ne rien faire. Voilà. Et moi, j'ai pas envie que... je sais pas, mais ce serait peut-être bien qu'on puisse avoir des enfants et qu'ils vivent aussi heureux que nos parents ont pu l'être. Ça dépend avec qui. Avec les enfants, 12 heures.
avec certaines politiques qui ont les grandes commandes, le pouvoir économique qui a les grandes commandes, peut-être il faut utiliser un langage beaucoup plus fort. Ça dépend avec qui on communique. Des fois, avec l'élu aussi, il faut pousser. Moi-même, j'ai été élu. Il faut avoir un langage de communication différent. Mais évidemment, à l'enfant, il faut lui donner de l'espoir. Donc, c'est ça qu'il faut dire. Il ne faut pas culpabiliser parce qu'on n'a pas parlé qu'une femme, par exemple, a la particularité de stocker des polluants. Et au moment d'avoir un enfant, paf, on lui donne une petite dose à son enfant. C'est de là que vient la bioaccumulation. Évidemment, tu vas te sentir coupable d'avoir un enfant. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif est juste de dire, réveille-toi pour commencer à changer les choses. Et je peux vous dire une chose, que l'Europe, le monde, tout, il commence par vous. Dès que vous faites quelque chose, vous faites beaucoup de mal. Quand vous allez à un supermarché, vous n'achetez pas telle chose et vous achetez bio, vous faites du mal et vous êtes obligés à changer. C'est comme ça qu'il faut changer le monde pour rapport à notre égoïsme d'être en bonne santé. Si on fait qu'il y a ça, on casse la baraque. Merci Victor Hugo, j'aurais jamais cru pouvoir dire ça un jour. Merci Victor Hugo, à quelqu'un de vivant. Mais bon, voilà. Fabrice, un dernier mot sur le sujet. On est souvent, on entend beaucoup de pessimisme. Et en fait, moi, je suis pas pessimiste. Je suis souvent en colère, mais rarement pessimiste. Et on parle de la fin du monde. C'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un monde. À nous d'inventer le suivant. Donc l'urgence, elle est là. Et ça, c'est notre responsabilité à tous. Merci beaucoup. Peut-être que la compagnie de Sucy-en-Brie a encore quelque chose à dire, parce que Sucy-en-Brie, c'est bizarre. Mais en fait, est-ce que c'est vraiment Sucy-en-Brie ? Ils nous ont animé toute cette session avec beaucoup de talent et on a eu beaucoup de sourires. En fait, il s'agit de la compagnie Les Parvenus qui joue à Improvidence, au Théâtre Improvidence à 17h15 et 20h15, si je ne m'abuse. Tout à fait. Tous les jours, un spectacle qui s'appelle Persona, qu'on vous incite à aller voir, parce que là, on s'est marré, mais ils racontent des choses très intéressantes dans leur spectacle. Et ils vont conclure donc cette émission. Oui, on va conclure. Donc on va peut-être conclure avec nous ce qu'on a retenu de cette conférence, en fait, Selon qui notre nous a prisme. marqué. Voilà. Donc déjà, on s'est dit, l'air, c'est une question d'hommes. On s'est vraiment dit ça tout de suite. L'air, ça parle aux hommes, pour les hommes, avec des hommes. Pas trop avec des femmes. L'air, c'est pas un truc de femme. La femme, elle s'en fiche un peu de l'air. Et ça, je pense que c'est important. C'est peut-être pour ça que pour l'instant, ça n'avance pas. C'est peut-être pour ça que ça n'avance pas. Posons-nous les bonnes questions, du coup. C'est assez pertinent. Alors que dans le public, il y a plus de femmes. Enfin, C'est pas faux, ouais. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est le début en fait de la conférence où on a commencé en disant, alors on a fait un reportage sur l'air, mais en fait, l'air, c'est invisible, donc il n'y a pas de reportage. Donc on peut faire un reportage là, par exemple, sur l'air. Voilà, ça c'était notre reportage sur l'air. On pensait que c'était important de le mettre en avant. Hein. Ouais, c'est assez poignant. Moi, la première intervention qui m'a marqué, c'est le monsieur qui était là tout à l'heure du festival et qui disait, il y a quelques années, nous, la pollution, on ne se posait pas la question. Voilà, je voulais juste le dire parce que ça m'a fait marrer tout à l'heure. Moi, ça m'a surpris. Je ne sais pas vous. Et après, il est parti. Et après, il est parti d'ailleurs, ouais. Alors, on ne sait pas s'il y a eu un lien de cause à effet. Peut-être qu'il s'est senti mal. Je ne sais pas. C'était une fuite. Allez, ouais, c'était un peu une fuite. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'était cette idée des élus. Les élus qui, justement, à chaque fois qu'ils font une proposition, notamment une voie verte dans Avignon, à la place d'une rue, ils sont obligés de mettre un gilet pare-balles et de mettre aussi un casque pour sortir. Moi, je pense qu'on n'en parle pas assez, justement, de la bravoure. C'est un peu nos GI locaux, en fait. Ouais. Et ça, c'est hyper important de le souligner. Voilà, parce que sans le courage des élus, parce que là, il risque sa vie. Personne ne s'en... Faut vous en ficher tous, mais là, monsieur risque sa vie assis sur cette chaise. Bravo, bravo pour ça, bravo, c'est beau ça. Moi, ce que j'ai compris avec l'élu, c'est qu'il fallait pousser l'élu. Hein, c'est vous qui l'avez dit, ou je sais plus qui l'a dit, il faut pousser l'élu. Du coup, je sais pas Anaël s'il se adore passe pousser. quelque chose. Faut pousser l'élu. Qu'est-ce qu'il faut Bon. Ouais. On verra, on verra pendant tout le reste du festival. Je pense qu'il faut le pousser. Attention à vous, parce que dès qu'on va vous croiser, on va vous pousser. Ouais, ça c'est sûr. On sait où vous habitez.
Moi, j'ai beaucoup aimé aussi la proposition de monsieur qui constituait... Enfin, l'idée, c'était vraiment de travailler sur la baladine. Donc, je pense qu'en fait, la baladine, ça peut devenir le nouveau symbole avignonnais. Et on devrait tous, voilà, je pense, investir dans la baladine. Tous et toutes en baladine. Baladinons-nous. Ça Ouais. pourrait être le nouveau slogan d'Avignon. Baladinons-nous toutes et toutes. Vous pensez que c'est un super slogan? Ah. Merci beaucoup. Allez, l'année prochaine, Ouais. on les double. Nous, c'est ce qu'on a retenu là pour toute la création, quoi. On s'est dit, voilà, on va vraiment piquer des idées à droite à gauche. Moi, j'ai beaucoup aimé l'idée d'égoïsme temporel. Et ça, je trouve ça super. Comment est-ce que tu peux être là? Non, je te le donnerai pas. Ok. Enfin, comment ça peut durer sur un temps très court, en fait, l'égoïsme temporel? Ça peut être sur du temps plus long aussi, mais je trouvais que c'était une notion qui était intéressante à mettre en avant, non? Ah oui, oui, oui. Ah En, oui, tant- oui. en tant que pollution, Ah oui, oui, en tant que pollution, oui, oui, j'ai bien compris. Par contre, voilà, j'aimerais bien garder mon nom de pollution, qui est quand même quelque chose d'attractif, et qu'on arrête de parler de caca. Voilà, si c'est Ouais. juste possible. Moi, je trouvais ça bien quand même qu'on parle de caca à un moment ou à un autre, quoi. Ouais. Enfin, Et le caca était mieux avant aussi. c'est un peu un point Godwin aussi des Oui. conférences, quoi. Il y a toujours un moment où on parle de caca, donc Oui, oui, c'était c'est bien ça. qu'on en parle C'est à ce le point moment-là. Godwin, un On peu l'aurait de cette amené sinon conférence, si ouais. personne n'en avait parlé. Je suis sûr que vous aviez des questions autour du caca. Oui. Monsieur, par exemple. Oui. Voilà. C'est intéressant. Et on voulait juste conclure sur la fin du monde. On s'est dit, bon, c'est super, on en a parlé tous aujourd'hui, et donc la fin du monde n'arrivera pas. On est Et soulagés, quoi. Ça fait du bien parce qu'on avait 2-3 trucs à faire. Ouais, c'est ça. Ça tombe bien. Hein. Ça tombe bien. Non, elle va arriver, hein, la fin du monde. Oui, non, elle va pas alors, arriver. Anaël, non, Elle non, va pas. oui. On a eu Non, un discours peut-être. d'optimisme, Ah, et ouais, ouais. moi, ça m'a donné envie de chanter. Ah. We are the world. We are the children. Mais pas trop d'enfants. Ouais, c'est ça, mais pas trop d'enfants, quoi. Enfin, en tout cas, on voulait vous remercier pour toutes ces prises de parole qui nous ont pas mal éclairé sur la prochaine création. On va repartir du coup à Sucy-en-Brie À pied, comme on met du coup 35 jours. On va partir, je pense, ce soir pour arriver début septembre pour la rentrée. Voilà, je voulais vous remercier pour tout ça. Et vous serez tous invités. Évidemment, à la grande première. Merci. Merci. Merci beaucoup les parvenus. Donc je rappelle que vous êtes au Théâtre Improvidence à 17h15 et 20h15 tous les jours avec le spectacle Persona. Pour conclure, moi je dirais simplement qu'avec Adadif Kazi, qui est donc l'association socioculturelle qui porte ce projet-là, avec l'aide des partenaires de l'Écocharte, que sont la Ville d'Avignon, le Grand Avignon, le festival et AFSC, ainsi que la Fédération des commerçants et artisans d'Avignon. On est très content de pouvoir faire ce travail, justement, de péter les murs et les cloisons entre les différents secteurs, mettre des passerelles pour pouvoir parler des sujets importants et informer sur des sujets qui sont même invisibles. Merci beaucoup à Atmosud, Sylvain Mercier, Fabrice Martinez-Tocabins, merci à la Ville d'Avignon. Victor Hugo Espinoza, merci beaucoup pour la Fédération L'Air et moi. Richard, merci beaucoup pour la compagnie Compas Austral et le spectacle Manque pas d'air. Merci au duo Bonito d'être venu aussi nous faire sa chanson très écologique. Et là où on est très content, c'est que finalement, on vient peut-être d'inventer un concept qui s'appellera le scato écologique. Merci à tous. Bonne fin de festival et on se retrouve mardi 23, après-demain, pour une émission sur la mobilité et les transports. Merci beaucoup à tout le monde. Au revoir.